c'est un plaisir de faire cette conférence aujourd'hui avec Sébastien Cotte. On se connaît depuis un certain nombre d'années, qui est de chez Eritech. Ça te va, je prends la parole et puis après je te laisserai. Ça te va, super, formidable. Et voilà, c'est un plaisir pour moi de pouvoir présenter cette conférence sur les IA génératives et puis leur impact sur les industries culturelles et créatives. Évidemment, l'IA génératives, et puis les autres d'ailleurs, elles ont un impact partout aujourd'hui et ça concerne aussi les industries culturelles et créatives. Ça, c'est Sébastien qui en parlera beaucoup mieux que moi, de toute façon. Mais déjà, ce qu'on va faire dans cette présentation, je vais commencer la présentation par définir l'IA, donner un certain nombre d'éléments aussi d'un point de vue pédagogique pour que je puisse vous expliquer exactement comment ça peut fonctionner. Alors, je ne rentrerai pas dans tous les détails techniques, parce que sinon, il me faudrait, on va vraiment beaucoup dépasser. Et puis, je vous parlerai de modèles génératifs, parce que c'est vraiment le cœur principal de l'IA aujourd'hui, c'est ces modèles génératifs. Je pense que tout le monde ici connaît ChatGPT, je pense. Oui, voilà, plus ou moins. Certains plus que moins. Et donc, c'est fait partie de ces modèles qui sont génératifs. Et je laisserai la parole après à Sébastien pour la partie industrie culturelle et créative. Alors déjà, l'intelligence artificielle, elle naît très officiellement en 1956. Donc c'est une vieille science déjà, quelque part. Et elle naît dans une conférence aux États-Unis, à Dartmouth, et avec l'AIUS, je ne sais pas si on voit ma souris, c'est pas grave, que vous voyez là en bas. Et ici, c'est basé sur une conjecture, donc sur quelque chose qu'on cherche encore à prouver, que l'intelligence artificielle, c'est le fait de pouvoir décrire par le biais d'une machine certains comportements humains et de pouvoir les simuler. Donc, ce qui veut dire qu'une machine, par le biais de l'intelligence artificielle, est capable d'avoir certains biais, certaines parties de l'intelligence humaine. Et aujourd'hui, en fait, malgré tous les efforts qui sont faits, on reste toujours sur une IA qu'on appelle faible. C'est-à-dire que même si ChatGPT ou les autres sont d'une puissance incroyable, ce sont des IA qui sont programmées, qui sont déterminées, apprises pour faire une certaine tâche. D'accord ? Je vous montrerai un exemple juste après. Et quand on sera un jour à l'IA forte, ce qui arrivera je ne sais pas quand, ça veut dire qu'on sera avec des IA qui seront capables de conscience, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Une machine n'a pas conscience d'elle-même. D'accord ? Ou des fois on se fait des frayeurs, mais en fait c'est juste des fausses frayeurs. Elle n'est pas capable d'esprit non plus et elle n'est pas capable de sensibilité, même si des fois là aussi on peut se faire des frayeurs, puisque ChatGPT a plus d'empathie que la plupart des médecins. Vous tirez les conclusions que vous voulez. Et aujourd'hui, l'IA générative, celle dont on va parler juste après, elle a vraiment, entre guillemets, je dirais, propulsé tout un tas de secteurs de la création. Là, vous avez une infographie ici, donc que ce soit pour la musique, que ce soit pour les sciences, que ce soit même pour d'autres sujets un peu plus olé olé. En fait, cette créativité, aujourd'hui, elle va s'appuyer sur beaucoup de ces IA qui sont justement génératives. Et je voulais faire une petite démonstration rapide de ce que ça peut impliquer avec Midjourney. Peut-être que certains connaissent déjà. Il suffit d'aller sur Discord. Les jeunes qui sont là connaissent extrêmement bien Discord. Il suffit de se connecter à Midjourney en tant que groupe. Et ensuite, on peut voir les différentes créations qui sont faites par plein d'utilisateurs dans le monde. Et c'est là qu'on va commencer la notion de prompt. Un prompt, qu'est-ce que c'est sur ces IA génératives ? C'est un texte qui va décrire ce qu'on veut de la machine. Avec ChatGPT, c'est traduis-moi ça en anglais. Fais-moi ce texte plus court, fais-moi, etc. Donc un prompt, c'est effectivement, là je prends un exemple, je ne sais pas. Donc là, on a un prompt ici qui permet de réaliser, de générer 4 images qui sont des cartoons, enfin plutôt façon dessin animé, etc., avec du rendu 3D, etc., avec tout un tas de paramètres obscurs, etc., bref, plus ou moins obscurs, pour pouvoir générer ce qu'on veut. Et la machine vous rend ce que vous avez demandé, plus ou moins bien. Mais en tout cas, ici, extrêmement bien avec Midjourney. D'accord. Pardon. Je vais y arriver. OK. Et pour comprendre en fait comment fonctionnent ces machines, ces IA génératives, en fait, il faut se replacer dans un contexte où pendant très longtemps, l'intelligence artificielle, elle s'est inspirée de plein de disciplines. Beaucoup de disciplines très différentes. En fait, l'intelligence artificielle, il ne faut jamais oublier, c'est une discipline très pluridisciplinaire. Elle s'est inspirée au départ des maths et de la logique pour faire des approches symboliques.
Elle s'est aussi inspirée de la psychologie pour faire encore d'autres approches. Elle s'est aussi inspirée de la théorie de l'évolution de Darwin pour faire des approches plutôt biologiques cette fois-ci, comme les algorithmes génétiques, et ainsi de suite, des statistiques. Et aujourd'hui, les modèles les plus puissants sont basés sur une approche connexionniste issue des neurosciences, cette fois-ci. Et en fait, donc pendant longtemps, on était sur des tâches qui étaient difficilement généralisables. C'était très difficile de faire, par exemple, ce qu'on fait aujourd'hui avec un ChatGPT, pour plein de raisons, j'y reviendrai par la suite. Mais notamment parce que les approches, comme les approches symboliques ou les autres, n'ont pas réussi à vraiment répondre à un certain nombre de tâches qu'on attendait de la machine. Et quand on parle d'IA aujourd'hui, on parle d'apprentissage qu'on appelle profond, deep learning. C'est une approche, comme je le disais juste avant, qui est connexionniste. Connexionniste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va modéliser ce qui se passe dans votre cerveau, avec des neurones, mais qui sont artificiels, bien sûr. Et comment fonctionne un neurone? Déjà, vous le savez très certainement, j'espère que vous avez eu des bons cours de biologie. Un neurone, il va communiquer finalement avec les autres neurones auxquels il est rattaché par des synapses. D'accord, dans le cerveau, il y a des connexions qui se font entre des millions de neurones dans votre cerveau. Il y en a d'autres dans le reste du corps, mais peu importe, là on va se concentrer sur le cerveau. Et ces communications qui se font, là ici c'est de manière illustrée, mais de manière chimio-électrique, elles permettent en fait de faire communiquer de l'information dans votre cerveau et d'activer certaines zones de votre cerveau. Voilà, le cortex, etc., la partie droite, la partie gauche, et ainsi de suite. Certaines zones de votre cerveau vont être activées par justement ces échanges d'informations entre les neurones. Et nous, d'un point de vue informatique, comment on a modélisé ça? C'est un peu tronqué en bas, mais c'est pas grave. Comment est-ce qu'on a modélisé ça? Mais finalement, un neurone, pour nous, je ne rentre pas dans tous les détails, mais qu'est-ce que ça va être? En fait, on va recevoir des informations numériques, parce que là, on parle d'informatique, on parle de mathématiques cette fois. On va recevoir des informations numériques, donc des nombres issus d'autres neurones. Encore une fois, c'est un travail de groupe quelque part, cette intelligence humaine. Et ce travail de groupe issu des autres neurones va être transféré à un neurone en particulier, si on se concentre sur un neurone. Et on va faire la somme de ces informations, et on appelle ça une somme pondérée, puisqu'on va attribuer un poids à chacun de ces neurones, une modulation finalement sur chacun de ces neurones. Et en fait, plus ces connexions vont être renforcées, plus elles vont être sollicitées, et plus ces poids, entre guillemets, vont augmenter dans notre réseau. Et évidemment, on ne travaille pas qu'avec un seul neurone, comme dans le cerveau, on travaille avec des millions de neurones, et chacun de ces poids que vous voyez attribués ici, ils vont être attribués aussi à des connexions entre un neurone, par exemple, qui est ici, puis les suivants, puis encore les suivants, etc. Et comme vous le voyez, vous avez tout un tas de connexions qui se font entre ces neurones, chacune a un poids, et en fait, le réseau de neurones, lui, il va chercher à adapter ses poids en fonction d'une tâche qu'on lui demande. Traduire un texte, etc., ce qu'on a dit tout à l'heure. Et une autre particularité de ce qu'on fait aujourd'hui en apprentissage profond, pour faire ces modèles extrêmement puissants, c'est qu'on va organiser les neurones sous forme de couches, un peu comme une pile d'assiettes. On va avoir une première partie de neurones qui va prendre ce qu'on va donner en entrée au système, des textes, des images, du son, ce que vous voulez. Il va faire un traitement, et en sortie du réseau, si c'est ChatGPT, il va vous sortir un texte. Et cette organisation par couche, elle va permettre justement de pouvoir organiser le réseau de neurones et de faire les tâches qu'on attend de sa part. En fait, ces réseaux de neurones, ça fait depuis très longtemps qu'on connaît ça, depuis les années 50. Mais pourquoi aujourd'hui le deep learning a émergé à ce point aux alentours de 2010-2012 Pour 3 raisons majeures. La première, c'est les données qui sont disponibles sur Internet notamment. On n'aurait pas pu faire les réseaux d'aujourd'hui sans les données qu'on a aujourd'hui. Ça n'aurait pas été possible. La puissance de calcul, on a des machines aujourd'hui évidemment qui n'ont rien à voir avec ce qu'on avait dans les années 50, vous le savez aussi bien que moi, avant pour avoir un ordinateur puissant comme ça, il fallait quasiment une pièce comme celle-ci, c'est plus le cas. Donc, aujourd'hui on est face à des machines qui sont surpuissantes par rapport à ce qu'on pouvait faire avant. Et puis un autre outil technologique qui a permis ça, c'est les cartes graphiques, que vous connaissez peut-être, ce qu'on appelle les GPU, les cartes graphiques qui sont aujourd'hui très utilisées par exemple dans les consoles aussi, ou dans les ordinateurs de gamers, enfin bref, dans tout un tas d'endroits, et qui permettent de faire du rendu 3D très haute résolution, très haute performance, mais aussi de faire ces apprentissages. Et encore une fois, on n'aurait pas eu le GPU, ça aurait été très compliqué de faire les apprentissages qu'on fait aujourd'hui. Et comment on fait ces apprentissages d'abord ? Comment ça se passe ? Moi, je suis informaticien. Comment je fais pour attaquer le problème ? En fait, pour faire apprendre une machine, on va faire ça comme avec un enfant. On va prendre un ensemble de données dont on connaît les réponses.
par exemple, savoir traduire un texte, on sait la traduction de ce texte en anglais, etc. On sait quelle est finalement la bonne réponse à donner. C'est une photo d'un animal, on sait quelle est la réponse correcte. Et on va présenter ça au réseau, des milliers, des millions de fois, comme on ferait avec un enfant finalement. Ça, c'est un chat, ça, c'est tonton Jean-Jacques, etc., ainsi de suite. Et au bout d'un moment, l'enfant va reconnaître évidemment un certain nombre de caractéristiques de ces photos, ou de ces musiques d'ailleurs, ou de ces textes, peu importe. Et c'est ce qui va permettre de justement de pouvoir faire des tâches de reconnaissance de visage, etc., ou d'objets, ou ce qu'on veut. Et c'est la même chose quand on fait du deep learning. Je prends un exemple très simple. J'ai des photos de chiens et de chats. Et si je veux faire apprendre à mon système à distinguer ces deux catégories de photos, je vais collecter tout un tas de photos de chiens et de chats, avec la bonne identité, bien sûr. Et je vais présenter ça à mon système qui va optimiser ces paramètres. Et les paramètres, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est les poids, c'est-à-dire la force des connexions qu'il y a entre les neurones. Et une fois que c'est fait, une fois que cet apprentissage il est fait, donc on sait très bien maintenant, je sais que mon petit il sait très bien faire la différence entre un chien et un chat, mais enfin je vais quand même vérifier. Je lui présente un autre chat, et normalement, bien sûr, il doit me donner la bonne réponse. C'est à peu près la même chose en imagerie médicale. On fait apprendre à un système qu'est-ce que c'est qu'une tumeur. Au bout d'un moment, après l'apprentissage, il doit être en capacité de dire ce tissu ou cette tache sur la peau, c'est un cancer. Et tout ça, c'est grâce aux paramètres qui ont été appris. Alors, je vais vous prendre un exemple simplifié pour vous illustrer ce que ça peut donner un réseau de neurones, mais un réseau de neurones, et c'est pour faire le lien avec la neuroscience, ce que c'est qu'un réseau de neurones simple, ici, issu d'un cerveau de verre. 19 neurones. Comme ça, vous le saurez, vous pourrez le placer dans un dîner. Un verre de terre, pas un verre d'eau, ça n'a pas de neurones. Ou pas un verre luisant, ou pas un verre. Oui, c'est vrai. C'est vrai, on est d'accord. Alors, je ne sais pas pourquoi tu ne veux pas te lancer, toi, mais c'est normal, c'est parce que c'est sur l'écran qu'il faut lancer, en fait. A team at IST Austria and MIT designed an alternative intelligent system that learns to drive a car. Je vais commenter en même temps. En fait, vous avez le sous-titre. Ici, vous avez le neurone ici, les réseaux de neurones ici sur votre droite. Et vous voyez, il y a des connexions qui se font entre les différents neurones que vous avez, qui sont en couche ici. Vous avez la couche de gauche, la couche de droite, la dernière couche. Et ici, vous avez les entrées. Et avec ce réseau inspiré du cerveau de ver de terre, effectivement, tu fais bien de le préciser, qu'est-ce qu'on a donné à ce... Je vais peut-être la remonter. Qu'est-ce qu'on a donné ici? Je vais peut-être faire une pause. C'est normal, c'est ici la pause. Ici, on donne en entrée des vidéos d'une route. Et en fait, ce que doit comprendre ce cerveau simplifié de verre, c'est comment on doit tourner le volant, un volant. Donc à droite, à gauche, en fonction de la route qui va être prise, évidemment. Et ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait apprendre au système, avec un certain nombre de vidéos, comme vous le voyez ici, que quand la vidéo se passe comme ça, on tourne à droite, on tourne à gauche, etc., ou on va tout droit. Et ensuite, il est en capacité, je ne sais pas si vous le voyez, là, on va essayer de replancer. Il y a un petit volant qui tourne là, je ne sais pas si vous le voyez là, sur votre droite. Et vous voyez, quand il est tout droit, le volant il ne bouge pas, et dès qu'il faut tourner, normalement, si tout va bien, il va avoir une tendance à tourner. Donc ce petit cerveau de ver de terre a compris comment on conduisait. Évidemment, avec des choses bien simplifiées, pas avec toutes les choses qu'on connaît sur les voitures autonomes, etc. Ce n'est pas l'objet. Et puis il n'a pas de main pour le faire. Mais en tout cas, son cerveau est capable de le faire. C'est déjà pas mal, effectivement. Mais les réseaux de neurones qu'on a, comme ChatGPT, ils n'ont pas 19 neurones. Ils en ont des millions, voire des milliers de millions. D'accord ? ChatGPT 3, GPT-3, il est basé sur 75 millions de paramètres. Et aujourd'hui, GPT-4, qui est beaucoup plus évidemment performant que son prédécesseur, juste pour se donner une idée de ce que ça représente en termes de masse de données, eh bien, il est à 100 000 millions de paramètres. Et effectivement, bien sûr, avec ce nombre de paramètres énormes, on est capable de faire des choses incroyables, bien sûr. Et maintenant, ce que je voulais faire, c'était passer, mais vraiment en revue, quelques modèles génératifs, puis après, je te laisserai la main, Sébastien, avec plaisir. Et ça me permet de faire un espèce de petit historique, parce qu'on a entendu plein de choses, et puis on ne sait pas exactement de quoi ça retourne. Un premier modèle que je voulais vous présenter, c'est les GAN, donc Generative Adversarial Network, et c'est ce qui a donné les premiers deepfakes.
je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est les premières fois où on a commencé à mettre des têtes de président sur quelqu'un qui disait n'importe quoi. C'est issu de ça, des GAN. Et l'idée, c'est quoi, en quelques mots? C'est qu'on a 2 réseaux de neurones cette fois. On n'a pas qu'un seul, on en a 2. On a le générateur et le discriminateur. Et qui vont, entre guillemets, se tirer la bourre pour pouvoir être les plus performants possibles. Le premier, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des images, n'importe quoi, du bruit, ce que vous voulez, enfin pas des images naturelles, j'ai envie de dire. Et son objectif, c'est de créer des images, à partir de ces images de n'importe quoi, qui soient les plus réalistes possibles. Nous, de notre côté, on a des vraies images, des vraies photos, des vraies vidéos, ce que vous voulez. Et lui, le discriminateur, son objectif, c'est de dire est-ce que c'est fake ou est-ce que c'est réel. Vous devez imaginer qu'au départ, le générateur est un peu débile. Il fait des images qui sont complètement fake et ça se voit très facilement. Donc le discriminateur, lui, c'est très facile pour lui. Et sauf qu'au bout d'un moment, par optimisation, par justement tuning des paramètres, comme je le disais tout à l'heure, le générateur devient de plus en plus performant. Et le discriminateur, il doit être lui aussi de plus en plus performant pour faire le distinguo entre les vraies et les fausses images. D'accord ? Et grâce à ce type de réseau, qu'est-ce qu'on a réussi à faire? Par exemple, des très jolis outils comme This X does not exist, donc ça peut être This cat does not exist, This car does not exist, et il y a This person does not exist. Donc cette personne n'existe pas. Et à chaque fois que je vais sur le site, ça va me générer une nouvelle personne qui n'existe pas. Alors potentiellement, elle existe, peut-être qu'il y a un sosie, puisque pareil, je te l'ai dit l'autre jour, mais tu ne m'as pas contredit, il y a 7 sosies, on a 7 sosies dans le monde, il paraît. Donc il y a certainement quelqu'un que vous reconnaissez, peut-être même, je ne sais pas, voilà. Mais cette personne n'existe pas, elle a été complètement générée par la machine. D'accord ? Et c'est avec les deepfakes qu'on a réussi aussi à faire un certain nombre de choses, pas très malignes d'ailleurs, comme par exemple mettre ce que je disais tout à l'heure, faire dire n'importe quoi des présidents très célèbres. Et juste pour dire, déjà, ce premier réseau, il était à plus de 26 millions de paramètres. Et vous voyez l'architecture, alors là, ça n'a rien à voir avec l'architecture des 19 pauvres neurones que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous passe les détails parce qu'il nous faudrait plus de 2 heures. Et en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, c'était déjà des modèles qui étaient extrêmement performants pour faire de la génération d'images. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour aller encore plus loin? C'est qu'on utilise ce qu'on appelle un autre mécanisme de neurosciences, c'est le mécanisme d'attention. Alors, je ne sais pas si tout le monde conduit une voiture ici, peu importe, mais vous devez voir, quand on est en train de conduire, on fait attention aux feux rouges, on fait attention aux piétons, etc. Notre attention, elle est captée par certains éléments, je dirais, saillants, des éléments d'importance. Et pour la machine, on va essayer de faire la même chose. L'idée, je prends un outil de traduction, anglais-français. Je prends cette première phrase ici, « The animal didn't cross the street because it was too tired ». Et la deuxième ici, « The animal didn't cross the street because it was too wide ». Alors, si on veut faire de la traduction mot à mot, c'est facile. Je veux dire, n'importe quel premier modèle d'IA, même des vieux, sont capables de faire « The animal », c'est l'animal, n'a pas traversé, ça va très bien. Sauf que là, on va commencer à être un peu embêté, c'est sur le « it ». Est-ce que c'est l'animal auquel on fait référence ou est-ce que c'est à la rue? Bon, dans le premier cas, vous avez tous compris que « it was too tired », c'est évidemment l'animal qui est fatigué et pas à la rue. Et dans le deuxième cas, « it was too wide », wide, on n'utilise pas ça pour un animal. On aurait dit large, on aurait dit big, on aurait dit fat, mais on n'aurait pas dit wide. Donc ça fait référence évidemment à la rue cette fois. Et pour connaître ces éléments de subtilité, en fait, les choses où vraiment ça devient difficile à traiter, on fait appel à des transformers, on appelle ça. C'est vrai, je vous jure. Hein. Et les transformers, c'est quoi? C'est justement des techniques qui font appel à ces mécaniques d'attention. Je prends c'est très schématisé, mais je prends un outil de traduction, comme je viens de le faire, mais cette fois-ci, je dis n'importe quoi, anglais-japonais. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'ensemble de la phrase, Optimus Prime is a cool robot, on va prendre l'ensemble de la séquence, et on va la traduire d'un bloc, comme ça on connaît aussi le contexte de la phrase. Et c'est pour ça que quand vous faites ChatGPT, vous avez droit, je crois, à 30 pages. C'est les 30 pages qui vont être alimentées dans le réseau. Donc on connaît tout le contexte de ce que vous avez raconté dans ChatGPT. Et c'est comme ça qu'il peut prendre des bonnes décisions. Là, sur cet exemple, j'en ai pris un autre, mais peu importe. Bumblebee plays some catchy music and dances along to it. Évidemment, là, l'attention, elle va se faire ici, parce que le hit, encore une fois, là, on ne sait pas à quoi il fait référence. Il faut le contexte pour savoir que c'est à la danse qu'on fait référence. Et pas à Bumblebee, évidemment. Enfin, sauf si vous êtes vraiment complètement anglophobe, mais vous l'aurez compris. Et à partir de ces transformers, on a réussi à faire des modèles beaucoup plus performants. Par exemple, Stable Diffusion. Peut-être vous en avez entendu parler. Je ne rentre pas trop dans les détails techniques, mais ce qu'il faut savoir, par contre, ce qui est super intéressant, c'est que c'est un modèle qui a été appris
avec des paires d'images issues du web. J'en ai parlé tout à l'heure, le big data a permis d'aller beaucoup plus de l'avant sur ces IA génératives. Et en fait, ce qu'on a utilisé, c'est ici des images. Vous savez, quand on fait du web, je ne sais pas si vous savez, je ne sais pas s'il y a eu des conférences sur le web pendant ces jours-ci, mais à chaque fois qu'on met une image, on peut mettre un texte alternatif, une description. Comme ça, si l'image ne se charge pas, au moins on sait ce que c'était l'image. Et on a utilisé ces 5 milliards de paires image-texte pour faire apprendre la machine. Comme ça, ils savaient quelle était la description de chacune des images. Et évidemment, ça a été entraîné, comme je le disais tout à l'heure, sur 150 000 GPU. Et les GPU sont essentiels pour aller sur ces nouvelles technologies. Le problème, c'est que ça a un coût. C'est quand même $600 000 chez Amazon, enfin Amazon AWS. Bon, on peut se poser plein de questions sur l'éthique, le coût de toutes ces histoires, mais c'est comme ça. Et voilà ce qu'il est capable de faire, Stable Diffusion. Je prends l'image qui est en haut à gauche, là-bas, du bruit, du rien. Et il va vous générer successivement, par diffusion, justement, c'est un processus de diffusion, une image complètement nouvelle. Donc c'est un outil de génération qui peut partir d'une image de départ et vous créer une nouvelle image avec un prompt, encore une fois. C'est là qu'on a commencé à parler de prompt avec Stable Diffusion, puisqu'on peut mettre un texte pour dire justement ce qu'on veut. Et par exemple, avec Stable Diffusion, on peut faire une esquisse, on peut faire un truc au crayon, on met une montagne, un lac, et puis on lui dit mais fais-moi ça de manière photoréaliste. Il va vous le faire, en suivant vos contours. Bien sûr. Et c'est là qu'avec Stable Diffusion, on a fait tout un tas d'autres choses aussi que vous voyez. Encore un président. Bon, bref, vraiment, on s'acharne sur eux, mais c'est comme ça, c'est pas grave. Mais on a pu aller encore plus de l'avant, je dirais, sur la partie aussi expression. Qu'est-ce qu'on veut comme style sur l'image ? Est-ce que je veux un style cartoon ? Est-ce que je veux un style plutôt impressionniste, etc. On aura un exemple tout à l'heure. Et puis, je ne pouvais pas passer outre GPT, évidemment, mais là, je vais aller très vite. On en a parlé tout à l'heure. C'est un transformer, c'est un outil qui est absolument incroyable. Donc, vous pouvez le placer aussi. GPT, ça veut dire Generative Pre-trained Transformer. Décidément, pendant les dîners, vous pouvez dire plein de trucs. Comme vous l'avez vu, je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a beaucoup de paramètres qui sont derrière. Et c'est OpenAI qui propose ça. Et encore une fois, les architectures, vous le voyez sur votre droite. On n'est pas sur 19 neurones. Hein, c'est vraiment des architectures extrêmement complexes. Voilà, donc c'est évidemment GPT, c'est la base de ChatGPT, c'est la base aussi de Midjourney que je vous ai présenté tout à l'heure. Et c'est des outils aujourd'hui qui sont, je crois, les plus performants pour l'IA générative. Je te laisse la parole, Sébastien. Merci beaucoup Antoine. Pour cet éclairage qui nous permet de comprendre la fabrique de l'IA en fait. Et si on est relativement à l'aise avec l'idée de se dire que à un certain moment, ça devient un supercalculateur capable de gérer statistiquement un certain nombre de données, de les retraiter pour reconnaître des visages, pour piloter une voiture autonome, pour faire tout un tas de tâches. On voit qu'avec les IA génératives, on est en train de traverser un fleuve, un Rubicon, qui est celui de la création. C'est-à-dire exécuter, réaliser des tâches, ce n'est pas exactement la même chose que de créer quelque chose. Qu'est-ce que c'est que créer ? Et c'est pour ça que je vais vous parler de l'impact en fait, des IA génératives sur les industries culturelles et créatives. Alors qu'est-ce qu'on met dans les industries culturelles et créatives ? On met le cinéma, la musique, le spectacle vivant, ce qui relève aussi de la découverte des patrimoines, et les jeux vidéo. Aujourd'hui, en France, mais aussi dans le monde, mais pour la France, l'exemple est patent. Le poids économique des industries culturelles et créatives, ça représente le double de l'industrie automobile. Seulement, c'est très éclaté. Ce sont des métiers extrêmement éclatés, extrêmement divers. Et au niveau mondial, dans les industries culturelles et créatives, le premier marché, c'est celui du jeu vidéo, qui est lui-même nativement numérique. Et c'est en cela qu'il se distingue des autres qui vont être impactés, mais j'y reviendrai dans une brève parenthèse. Donc qu'est-ce qui est en train de se passer ? Il y avait effectivement des ordinateurs auxquels on donnait des ordres, on les programmait pour exécuter des choses, et puis on les faisait travailler pour qu'ils exécutent ces choses-là avec un niveau de détail et de précision de plus en plus important, dans une logique de supercalculateur, c'est-à-dire réaliser des opérations dans un temps extrêmement court qu'un cerveau humain serait absolument incapable de réaliser. Et puis tout d'un coup, on se met à lui parler à la machine. Et on lui dit « fais-moi ça ». Mais sans avoir une idée extrêmement précise du résultat qu'on veut obtenir, ce qui était le cas juste avant. Juste avant, quand on voulait faire conduire une voiture autonome, valait mieux qu'on ait une idée extrêmement précise à chaque instant de ce qu'on attendait d'elle.
Là, on lui lâche la bride. Alors, c'est la question quand on parle de création, est-ce que Dieu promptait ? Est-ce que Dieu, finalement, utilisait la parole comme outil de création, c'est-à-dire ce qu'on appelle une parole performative ? Eh bien ouais, puisque à un moment donné, Genèse 1.3, on a la Vierge qui n'est pas très loin, donc je parle sous son contrôle, que la lumière soit et la lumière fut. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est ça. Il n'y a rien et il y a un acte, une parole qui fait qu'il y a quelque chose. Bon, je vous laisse réfléchir là-dessus, comme disait Gustav Parking. Et donc tout d'un coup, on se retrouve, nous, êtres humains, avec un outil auquel on peut dire « fais-moi ça ». Et le résultat de ce « fais-moi ça » peut rentrer dans un art, peut rentrer en tant que contenu, œuvre, création. D'accord ? Comme on va le voir dans un instant. Vous l'avez vu, vous avez suivi cette histoire où la voix d'Angèle a été utilisée pour chanter une chanson qu'elle n'a jamais chantée, qui est Sayan de Eus l'Enfoiré. Alors, je ne sais pas si tu as un petit peu de son ou pas. Sans le vouloir et sans faire de magie. Je saurais jamais comment tu souffres, mais je l'imagine. Elle n'a jamais chanté cette chanson. Sauf en réponse sur TikTok où elle l'a fait au piano à sa façon. Un autre, c'est Ghostwriter qui a créé un faux duo entre Drake et The Weeknd, qui devait être primé aux Grammy Awards, en tout cas être en compétition aux Grammy Awards. C'était accepté, et puis voilà, ils n'ont jamais chanté ensemble. Et les éditeurs, effectivement, en compétition aussi, ont dit mais attendez, c'est pas une création, c'est pas une œuvre. Enfin, il y a eu un tollé, et l'Académie des Grammys s'en est sortie en disant bah oui, en fait, un des critères pour être nominé aux Grammys, c'est qu'on doit trouver le morceau commercialement sur des plateformes ou dans les bacs, et puis on doit aussi avoir l'autorisation des interprètes. Et donc, voilà, ils l'ont sorti, mais ils l'avaient mis au début. Et le morceau est pas dégueu, enfin, si on aime ce genre de musique. Et en fait, c'est un Ghostwriter. Donc, vous voyez, à un moment donné, on crée une œuvre avec des outils numériques, avec de l'IA, et on crée une œuvre qui peut rentrer, d'une certaine manière, dans une forme de patrimoine artistique. D'accord ? Parce que ce qu'on appelle les industries culturelles et créatives, à chaque fois, il y a une œuvre de l'esprit, on dirait. En tout cas, il y a un processus qui n'exclut pas la technique. Art, artisanat, ça fait patrimoine aussi. Tout ce qui commence par ART, c'est production humaine. À un moment donné, il y a ce moment où un être humain produit quelque chose de spécifique, qui est probablement unique, et qui va justement rentrer dans cette catégorie des arts qu'on va voir plus tard. Donc moi, si je vais sur Dali et que je demande à Claude Monet de me peindre Pikachu à table, voilà, dans un bistrot parisien, Dali me le fait. Voilà. Évidemment, il y a un problème de synchronicité entre l'époque de Claude Monet et celle de Pikachu, ça n'a échappé à personne. Cette œuvre n'a jamais existé, évidemment. La suivante, elle a existé. C'est La jeune fille à la perle. D'accord, de Johannes Vermeer. Ça s'arrêtait là. Regardez, maintenant vous pouvez en savoir plus. Voilà, voilà où elle habitait. On peut étendre une œuvre d'art, comme ça, simplement en promptant, c'est-à-dire en donnant des instructions à la machine. Je rappelle, j'ouvre une parenthèse, que le principe de l'IA, c'est que la technologie imite l'être humain. D'accord ? Okay, donc là, on est sur quelque chose qui imite la main du peintre, la technique picturale et tout un tas de choses. Donc, alors on peut, l'homme peut aussi imiter la machine. On a récemment un vice-champion du monde de beatbox qui est français. On peut inverser la tendance. On a vu le pape à Val d'Isère cet hiver. Vous avez tous vu dans les médias cette image-là. Donc là, on est dans le fake, mais là aussi, la photographie est un art. Donc imaginez, on a vu récemment des fausses photos historiques de Charles Baudelaire. Donc on peut aussi recréer du faux patrimoine historique, mais pour autant il y a un acte créatif avec cette machine-là. C'est ça qu'on va interroger.
Parce qu'aujourd'hui, enfin hier, hier on était là. Vous verrez qu'effectivement, dans ce qui est création, j'ai pas mis le jeu vidéo. Parce que le jeu vidéo, il va être nativement capable de négocier et de discuter avec l'IA. Et franchement, mon cerveau n'est pas assez gros pour comprendre toutes les implications que ça peut générer. Donc voilà, réfléchissons simplement à un jeu vidéo dans lequel on se baladerait et où à certains moments, ou même de manière permanente, on pourrait donner des instructions. Et que le jeu, le contexte ou des éléments du jeu vont se mettre en forme en fonction de ça. C'est infini. Enfin, moi, ça me donne le vertige. Mais à un moment donné, ça va arriver. Mais concernant ce qu'on appelle les arts traditionnels, donc les arts littéraires, les arts plastiques, j'ai mis en orange ceux qui sont déjà impactés. D'accord ? L'artisanat sera peut-être plus compliqué, mais si vous mettez au bout de votre IA un robot, bah, peut-être bien qu'on pourra tailler des pierres à la mode des mecs qui ont fait Notre-Dame, d'accord ? Ou plus près la cathédrale du Puy. Et donc, on était dans un registre qui est celui de la création, qui impliquait une maîtrise technique de l'artiste, parce qu'il y a aussi de la technique. Pour utiliser un piano, il faut fabriquer le piano, il faut savoir s'en servir. Les pinceaux, c'est pareil, les peintures, etc. Donc il y avait quelque chose dans le cinéma, il y avait un élément technique, typiquement humain, et un geste humain derrière, au service de son imagination. Parce que la création, c'est ça, finalement, c'est l'être humain qui se met au service d'une idée, de quelque chose de relativement vague, d'une imagination, c'est-à-dire une image mentale qui va produire et qui va essayer de concrétiser. Ce que les Grecs appellent la poiesis, c'est-à-dire la production, poiesis qui a donné la poésie notamment. D'accord ? Vous pouvez commander à ChatGPT un poème pour votre copine pour son anniversaire, pas de souci. Donc c'est faire de la poésie aussi, ChatGPT. On était dans l'appropriation collective, c'est-à-dire qu'on disait, voilà, ça c'est de l'art, ça c'est de la merde. Mais on était capable de dire, alors qui le disait ? À une époque, justement, l'époque de Claude Monet, c'était l'Académie. Il y avait l'exposition de l'Académie des Beaux-Arts qui disait, voilà ce qu'on expose, et puis le reste, c'est pas de l'art. D'accord ? Il y a aussi le succès commercial et populaire. On peut dire que ce qui fait art, finalement, aujourd'hui, c'est ce morceau marche bien, donc c'est de l'art. D'accord ? Mais il y a toute une prise en charge collective de reconnaissance de ce qu'est une œuvre artistique et de structuration, finalement, de ce qu'est le statut d'artiste, avec des droits d'auteur, des ayants droit, comme la fille de René Goscinny, voilà, qui continue à toucher de l'argent sur chaque album la fille d'Uderzo aussi, sur chaque album d'Astérix qui est vendu, ou Patrick Topalov, qui, avec Born to Be... C'était ça son truc voilà, il a fait une chanson dans sa life, et puis il n'a plus rien eu à faire, puisque à chaque fois que ça passe à la radio, il touche un truc. Et donc là, il y avait une appropriation collective, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte de norme ambiante sur ça c'est de l'art, ça s'en est pas. D'accord ? Et puis, cet art, il y avait encore un autre filtre. Est-ce qu'il mérite d'être conservé et transmis ? C'est ce que vous trouvez dans vos musées. Dans les musées, il y a des choix qui sont faits. C'est politique. Mais politique, ça veut dire collectif. On se met d'accord sur ce qui mérite d'être conservé et transmis. Une des premières définitions du patrimoine, c'était ce qui est pittoresque. Pittoresque, c'est ce qui mériterait d'être peint. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a une réflexion collective sur la valeur d'une œuvre. Et là, on bascule sur quelque chose qu'on va appeler la génération ou la transformation, comme l'a très bien dit Antoine à travers cette articulation entre générer et transformer, les transformeurs, qui implique une maîtrise technologique d'une personne qui devient un producteur. Est-ce qu'on peut le qualifier d'artiste ? Alors aujourd'hui, il y a des artistes de l'IA. Il y a Inazami notamment, que vous trouverez sur Instagram, qui fait des choses, et puis sur TikTok aussi, qui fait des choses tout à fait étonnantes. Voilà. Est-ce que c'est une artiste ? Est-ce que c'est pas une artiste ? Qu'est-ce qui fait d'elle une artiste ? Quelle est la nature de la protection de ses œuvres ? Qu'est-ce qu'elle touche ? Elle a droit à quoi ? Est-ce que ça va se retrouver dans un musée ? Quel genre de musée ? Parce que derrière, on est sur une appropriation individuelle. C'est-à-dire, on rentre dans le web 4.0, les NFT, les cryptos, la blockchain, tout ça, et le métaverse. Demain, moi, je me fais un espace avec les gens de Métagellan, je me fais ma galerie perso. C'est pas la galerie qui a pignon sur rue sur l'avenue Montaigne, non. C'est pas le musée des Arts Premiers à Paris, c'est pas... non, c'est mon musée.
avec les trucs que moi j'aime. C'est ma collègue privée. Et je peux inviter des potes à la visiter. Je peux aussi, en rendre l'accès payant et le faire visiter. Mais c'est mes choix, il n'y a plus d'académie, il n'y a plus rien de collectif là. C'est, voilà, moi j'ai ma collection dans mon métavers, j'ai mes NFT infalsifiables qui ont été payés en crypto, ma propriété en blockchain, qui est bien plus indiscutable. Et là, on est sur des taux de difficulté à falsifier qui sont très élevés. Donc je suis encore plus couvert, mais derrière, je n'ai pas de protection entre guillemets collective. Et est-ce qu'on a encore dans le cas d'un artiste, ou alors à ce moment-là, on dit que tout le monde l'est. Toute personne capable de prompter et de produire des choses à partir d'un prompt devient artiste. D'accord ? Et ce qui prime, c'est donc plus le consensus collectif et la vision politique, c'est fuck l'académie, c'est mes goûts, c'est tout. Voilà. Même s'il y a des trucs d'autres gens vont trouver super moches, moi, c'est moi qui décide ce que c'est que l'art et que cet art va faire patrimoine. C'est moi qui décide de conserver et de transmettre. Donc on est dans ce schéma de rupture aujourd'hui, la manière dont les industries culturelles et créatives vont être impactées. Alors là, il y a eu récemment des grèves et une rébellion des scénaristes d'Hollywood par rapport à des scénarios qui sont aujourd'hui générables sur ChatGPT. Alors bon, ils n'ont pas attendu ChatGPT pour nous faire les mêmes blockbusters au kilomètre avant, hein. Je veux dire, alors, comme dans le cinéma indien, une scène d'action toutes les 7 minutes, et puis une danse toutes les 8 minutes. Bon, ok. Il y avait quand même des abacs. Hein. Il y avait des schémas en place. Mais pour autant, ils voient bien venir le truc. Et il y a des métiers qui se sentent éminemment menacés. D'accord ? Donc, l'idée, c'est de se poser cette question-là. Vous, demain, qu'est-ce qui va faire art pour vous ? Qu'est-ce qui va faire patrimoine ? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous jugerez légitime de transmettre en vous disant, voilà, ceux qui me suivent, ceux qui me précèdent, ils m'ont passé ça. Est-ce que je le transmets en l'état ou qu'est-ce que je rajoute à ça pour les générations futures ? Qu'est-ce qui fait patrimoine ? À la fois en tant qu'activité, mais aussi en tant que marché, parce que là, les impacts sont considérables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a également les gens du doublage qui sont menacés. Par la génération de voix, vous avez vu ce qu'on peut faire avec la voix d'Angèle. Voilà, aujourd'hui, ils se sentent menacés par ces IA qui sont capables effectivement de faire du doublage temps réel sur la base du texte qu'on leur donne et avec la reconnaissance sur l'écran des attitudes, des mouvements de bouche, etc. Avec une finesse qui est... Alors, est-ce que ça va manquer d'âme ? Probablement. Mais voilà, c'est l'occasion, ces IA génératives, de s'interroger sur ce qui fait art. Parce que souvent, on associe la présence humaine ou l'émergence de l'humanité avec, justement, des productions artistiques. La grotte de Lascaux. Hein. Voilà. Je souffle l'ocre, et puis à ma main, et puis je dessine des scènes où on chasse les aurochs, etc. Et finalement, l'aurore de l'humanité, c'est la production artistique. Donc, qu'est-ce qui restera en tant qu'art à partir du moment où on a cette capacité à simplement demander à une machine « fais-moi ça ». La question reste posée, je n'ai pas la réponse, surtout pas. Mais ça fait partie des questions qu'on va devoir traiter dans les 20 ans qui viennent. Voilà, merci beaucoup. Merci.